Bonjour tout le monde, je m'appelle Alison Roy et c'est avec grand plaisir que je vous présente un webinaire sur la thérapie cognitivo-comportementale chez les enfants et les adolescents avec un trouble du spectre de l'autisme. Dans ce webinaire, un survol général de la thérapie cognitivo-comportementale sera fourni, y compris une explication des principes fondamentaux, les techniques d'intervention utilisées et les niveaux d'intervention. Nous allons également discuter des considérations chez la population TSA, la participation parentale et à quoi s'attendre pendant le processus thérapeutique. Avant de commencer, j'aimerais clarifier que la présentation suivante est fournie pour des fins éducatives et informatiques seulement. Les renseignements qui seront présentés ne remplacent pas l'opinion professionnelle de la santé et ne doivent pas être livrés de manière clinique sans l'appui d'une personne qualifiée en thérapie cognitivo-comportementale. La TCC est une psychothérapie basée sur des preuves qui tombent sous la rubrique comportementale. Elle vise à modifier les pensées et les comportements dysfonctionnels qui maintiennent une problématique en question, soit l'anxiété, un trouble de l'humeur ou la colère. Elle est ancrée sur le fait que nos pensées, nos émotions et nos comportements sont tous interreliés et peuvent s'influencer les uns les autres. La TCC est orientée sur la combinaison d'une approche cognitive, c'est-à-dire tout ce qui se passe à l'interne, soit les perceptions, les pensées, ainsi que les choses qui sont plus observables, donc la composante comportementale. Donc, voici le triangle classique qui représente comment les pensées, les émotions et les comportements peuvent s'influencer l'un et l'autre. Comme on peut voir, les pensées peuvent déclencher des émotions et peuvent aussi inciter des réponses ou des réactions comportementales. Voici un exemple qui démontre comment les pensées peuvent provoquer une réponse émotive et comportementale. Comme on peut voir, la personne a une pensée automatique, c'est-à-dire « Quoi si les enfants rient de moi? » Cette pensée déclenche une émotion, c'est-à-dire l'anxiété, et l'anxiété déclenche une réponse comportementale, c'est-à-dire l'évitement. De plus, le comportement lui-même peut maintenir des réponses émotionnelles ainsi que des distorsions cognitives. Dans cet exemple, on voit que le comportement d'évitement continu peut maintenir l'anxiété et provoquer des nouvelles pensées automatiques qui ont tendance à maintenir le cycle vicieux de l'anxiété. Donc, un enfant qui évite l'école et à cause d'anxiété va peut-être continuer à avoir des pensées automatiques. Donc, dans ce cas ici, on voit que l'enfant se dit « Je peux pas retourner à l'école, ça fait trop longtemps et les enfants vont me poser des questions. » Donc, comme on peut voir, le cycle peut se maintenir. D'un autre côté, les émotions peuvent aussi déclencher des pensées automatiques et des comportements. Donc, dans cet exemple, on voit que la façon qu'on perçoit ou on interprète un changement physiologique peut inciter des réponses dysfonctionnelles. Donc, par exemple, si une personne éprouve des symptômes physiologiques tels que l'étourdissement ou des palpitations ou la difficulté à respirer, elle va peut-être se dire qu'elle va perdre contrôle et ensuite elle va vouloir éviter la situation qui la rend anxieuse. Maintenant, on va discuter des composantes clés de la TCC. La TCC comprend deux volets principaux. Le volet cognitif qui est centré sur toutes les variables internes, c'est-à-dire les pensées, les présomptions, les interprétations, et le volet comportemental, c'est-à-dire la façon qu'on réagit. Donc, c'est la composante observable. Les deux forment la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, une des premières étapes quand on entame la TCC avec les enfants, c'est de s'assurer que la personne comprenne ses émotions, y compris les changements physiologiques à l'intérieur de leur corps, ainsi que l'intensité. Une façon d'introduire ce concept, c'est par l'introduction d'une échelle à niveau.
Donc ici, on voit dans le diapo, c'est l'exemple de le 5-point scale par Carrie Dunbaron et Mitzi Curtis. À l'aide de cette échelle, on cherche à définir les niveaux émotifs, les changements comportementaux, ainsi que les sentiments ressentis à chaque niveau respectif. Donc, l'échelle permet à l'enfant d'identifier l'escalade des émotions de façon concrète et visuelle. Une fois que la personne a une meilleure compréhension des émotions et de la problématique en question, on peut introduire l'aspect cognitif qui propose que le comportement et les émotions sont influencés par l'interprétation de celles-ci. En d'autres mots, le discours intérieur, soit les pensées, les croyances fondamentales ou les règles, les présomptions, peuvent déclencher une émotion et un comportement. Donc, voici un exemple d'un petit garçon qui a de la difficulté à faire son travail. Sa pensée automatique, c'est « je ne suis pas capable ». Sa pensée déclenche une émotion, c'est-à-dire le découragement, la frustration et l'anxiété, mais aussi une réponse comportementale, sous la forme d'abandonner la tâche ou éviter de même essayer la tâche. En thérapie, le ou la thérapeute va peut-être creuser un peu plus loin pour aller cibler des croyances intermédiaires et fondamentales qui sont sous-jacentes à la pensée automatique. Donc, comme on peut voir, le petit garçon ici, dans son cas, détient une présomption que si les choses s'avèrent trop difficiles, ça veut dire qu'il n'est pas intelligent. Donc, lui, il croit, c'est sa croyance. Si on creuse encore plus loin, on trouve une croyance fondamentale. Dans ce cas ici, peut-être qu'il va se dire qu'il se sent nul. Okay? Donc, ça va un peu plus loin que les pensées automatiques en TCC. Puis souvent, les thérapeutes vont aller creuser pour voir ça sort d'où la pensée automatique. Ici, on a une petite fille qui verbalise que ce n'est pas juste. En conséquence, elle éprouve de la colère, elle va pleurer et elle manifeste des comportements d'opposition. Encore une fois, si on va questionner un peu plus loin, on va trouver peut-être une règle. C'est-à-dire, elle va peut-être se dire que je dois finir qu'est-ce que je commence. Si on creuse encore plus loin, on va trouver une croyance fondamentale par rapport au fait que le monde est injuste et imprévisible. Les techniques cognitives utilisées en thérapie cherchent à augmenter la prise de conscience des comportements internes. C'est un processus qui s'avère un peu plus difficile vu que les pensées ne sont pas toujours observables et concrètes. Donc, pour cette raison, on cherche à enseigner comment cibler les pensées automatiques et les classifier comme étant fonctionnelles ou dysfonctionnelles, réalistes ou non réalistes. On cherche aussi à reconnaître les distorsions cognitives, c'est-à-dire les schémas de pensée qui sont plutôt exagérés et irrationnels. Finalement, on cherche à remplacer les pensées automatiques par des pensées plus adaptées, et ce, par la restructuration cognitive. La première étape, c'est de cibler ou d'identifier les pensées automatiques, soit dans des temps réels, par exemple pendant les conversations ou pendant le discours verbal de l'enfant. On peut aussi les identifier dans des personnages. Donc, parfois, il arrive que les enfants sont un peu sensibles quand on va identifier des pensées. Ils deviennent un peu sur la défensive. Donc, parfois, on va utiliser des personnages juste pour que ça soit moins intrusif, comme la première étape d'identification. Puis ensuite, on va aller chercher à les identifier dans eux-mêmes. On peut aussi reconstituer la situation en encourageant l'enfant à nous expliquer ses pensées dans une situation particulière. Une autre façon, c'est vraiment les journaux de pensée, qui est une façon fréquemment utilisée en thérapie. Les journaux de pensée, c'est une des techniques les plus fréquemment utilisées en thérapie. Donc, voici un exemple d'une fiche
qui encourage la personne à cibler la situation déclencheur et ensuite les pensées et les émotions déclenchées par la situation. Okay? Donc, on cherche aussi à décomposer la situation en étapes, allant de la situation qui a déclenché, ensuite la pensée, ensuite l'émotion ou le comportement manifesté. On va aussi mesurer l'intensité de l'émotion d'une échelle de 0 à 10 qui se trouve sur la bande sous les images. Une fois que l'enfant a maîtrisé l'identification des pensées, on passe à la vérification. Ici, on cherche à vérifier les indices et les preuves qui appuient ou qui vont à l'encontre des pensées automatiques. En d'autres mots, on cherche à déterminer si la pensée est réaliste ou si on est prise dans un piège cognitif. Une façon d'encourager l'enfant à être un détective, c'est par le questionnement socratique. Donc, dans cette fiche de travail, on encourage l'enfant à cibler la situation déclencheur ainsi que sa pensée automatique et l'émotion qu'il a ressentie. Ensuite, on l'encourage à cibler les preuves qui appuient sa façon de penser, donc qui appuient sa pensée automatique, ainsi que les preuves qui vont à l'encontre de sa façon de penser. Finalement, on encourage, une fois qu'on a tout passé à travers les preuves, on encourage l'enfant à remplacer sa façon de penser avec une pensée plus réaliste. C'est ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Si on regarde l'exemple de notre petit garçon qui était frustré par rapport à son travail, on va chercher à modifier sa façon de penser avec une pensée mieux adaptée, réaliste et fonctionnelle. Par exemple, dans son cas, il va peut-être se dire « Oui, les choses sont difficiles, mais les choses ne sont pas toujours faciles quand on apprend, donc je vais faire de mon mieux. » Cette façon de penser va déclencher des comportements plus fonctionnels. Donc, dans le cas du petit garçon, lui, il va peut-être mettre l'effort sans éviter la tâche. Le deuxième volet de la TCC comprend les techniques comportementales, soit l'apprentissage des habiletés fonctionnelles et aussi l'exposition graduelle par l'extinction du comportement. Si on commence avec l'entraînement aux habiletés, voici une liste d'habiletés fonctionnelles qu'on rencontre souvent en thérapie. On a les techniques de relaxation, peut-être la résolution de problèmes, le jeu de rôle, l'apprentissage des habiletés sociales, la rééducation respiratoire, etc. Donc, il y en a plusieurs. Donc, ici, on cherche à enseigner des techniques qui sont incompatibles avec la problématique ou la réponse conditionnée. On cherche à équiper la personne avec des outils qui vont l'aider à être plus mieux adaptée, mais confiante et aussi avoir plus de succès par rapport à des situations qui lui sont difficiles. Par exemple, une personne qui éprouve de l'anxiété et qui a tendance à éviter des stimulus qui la rend anxieuse, on va lui enseigner une technique qui est incompatible avec l'anxiété pour qu'elle ne fasse plus recours à l'évitement. Donc, dans ce cas ici, on va peut-être lui enseigner une technique de relaxation. Donc, on cherche à diminuer l'évitement en lui enseignant une stratégie qui va la calmer. L'exposition par le déconditionnement. Donc, ici, on utilise deux approches comportementales, donc l'extinction et aussi la désensibilisation systémique. Donc, l'extinction ici, on cherche à encourager la personne de façon graduelle à faire face à ses peurs sans qu'elle fasse recours au comportement conditionné, par exemple l'évitement. Donc, une personne qui est anxieuse par rapport aux chiens et qui cherche à éviter les chiens, on va l'encourager à faire face aux chiens sans qu'elle évite ce qui lui fait peur. Dans un autre temps, on peut aussi utiliser la désensibilisation systémique. Donc ici, on utilise l'exposition graduelle, mais on introduit aussi une technique incompatible. Donc, dans le cas de la personne qui a peur des chiens,
on va l'encourager à y faire face, mais aussi en employant une technique incompatible, par exemple la respiration ou rester calme quand elle est anxieuse. De cette façon-là, elle va être plus confiante quand elle doit faire face à ses peurs. Quand on parle d'exposition, la première étape, c'est d'établir une échelle d'exposition avec des étapes graduelles qui vont de situations moins anxiogènes à des situations de plus en plus anxiogènes. Donc, le but ici, c'est d'atténuer l'évitement, donc la réponse conditionnée par l'exposition. Parce que le plus qu'on évite une situation anxiogène, le plus que l'anxiété est renforcée par le biais du renforcement négatif. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Bien, on sait que quand quelque chose nous fait peur, on a tendance à vouloir l'éviter. Parce que quand on est anxieux, on ressent un certain déconfort et quand on évite la situation, le déconfort disparaît. Donc, malgré que on va se sentir mieux à court terme, l'évitement va simplement maintenir l'anxiété à long terme. Donc, c'est très important de faire face à nos peurs parce que le plus qu'on évite, le plus qu'on maintient la problématique en question. Encore une fois, c'est important de se rappeler que l'exposition est entreprise avec l'appui clinique d'une personne qualifiée en thérapie cognitivo-comportementale. Surtout à cause que parfois il y a des risques par rapport au processus d'extinction et on veut s'assurer qu'on va minimiser les effets secondaires. Donc, voici un exemple d'une personne qui a peur des chiens. Donc, comme on peut voir, l'échelle d'exposition est divisée en petites étapes allant de situations moins anxiogènes allant jusqu'à plus anxiogènes, jusqu'à temps que la personne a atteint son objectif de flatter un chien. Pour vous donner un meilleur aperçu à quoi peut ressembler la TCC du début à la fin, je vous présente une étude de cas dite fictionnelle. Johnny a 14 ans. Il a un diagnostic d'un TSA. Depuis son enfance, Johnny éprouve des difficultés sur le plan social avec ses pairs. Il veut se faire des amis, mais il ne sait pas toujours comment s'y prendre pour interagir avec eux. De plus en plus, il reconnaît ses difficultés sociales et il ressent beaucoup d'anxiété lorsqu'il doit interagir avec les autres. Il a l'impression que les autres vont le rejeter ou le juger. Il croit également que ses difficultés sont reliées au fait qu'il est nul et que sa situation ne changerait jamais. En conséquence, il préfère complètement éviter les situations sociales. Donc, pour le cas de Johnny, l'implication clinique commence avec des sessions d'introduction qui cherchent à compléter le consentement éclairé, à établir un objectif de traitement avec Johnny. Donc, c'est quoi son but thérapeutique? Peut-être qu'on va faire une évaluation de ligne de base juste pour établir l'anxiété au début du traitement et ensuite, à la fin, on va faire une mesure encore pour voir si que les symptômes ont diminué. Une fois que les premières sessions ont été complétées, on va passer aux sessions thérapeutiques. Donc, pour le cas de Johnny, on va vouloir vraiment l'éduquer sur son anxiété, donc sur la problématique. On va vouloir l'éduquer sur la thérapie cognitivo-comportementale et aussi obtenir son consentement, qu'il est confortable avec cette approche thérapeutique. Et ensuite, on va vraiment vouloir explorer les émotions, mais aussi les déclencheurs qui déclenchent son anxiété. Une fois qu'on a fait la partie éducation, on va passer au volet cognitif et comportemental. Donc, pour Johnny, il va être très important de lui apprendre des habiletés sociales. Donc, on va vouloir faire de l'entraînement aux habiletés par rapport au social. Donc, on va vouloir l'éduquer comment initier une conversation, comment répondre à quelqu'un, comment maintenir une conversation, etc.
ça dépend de sa ligne de base encore, là. Et aussi, on va vouloir aussi introduire le concept d'exposition, là. Donc, on va vouloir faire une échelle, puis graduellement augmenter les attentes par rapport à l'exposition sociale. Une fois que Johnny a atteint ses objectifs cliniques, il est important de revoir les techniques acquises pendant la thérapie et discuter de la prévention des rechutes et aussi célébrer ses succès en thérapie. Habituellement, donc dans le cas de Johnny, on peut voir que ça a pris environ 8 à 10 sessions. Ça dépend du cas. Certains cas ont une durée un peu plus longue, tandis que d'autres cas ont une durée un peu plus courte. C'est vraiment, ça dépend de la problématique en question et de l'objectif du client. Lorsqu'on travaille avec les enfants et certains adolescents, il était important, tout dépendant de la situation, évidemment, d'inclure les parents parce que les parents sont des agents très importants dans la généralisation des stratégies à la domicile. Donc, la psychoéducation est importante pour les parents eux-mêmes, pour qu'eux autres ils comprennent la problématique en question, ainsi que comment leur comportement en tant que parents peuvent maintenir la problématique en question. Donc, par exemple, un enfant qui est anxieux et qui cherche à éviter des situations, souvent les parents veulent aider leur enfant, ils vont peut-être les laisser éviter. OK? Mais comme on a déjà parlé, à long terme, ça maintient l'anxiété et ça maintient la problématique. Donc, on va vouloir vraiment expliquer aux parents le cycle de l'anxiété et comment l'évitement vient renforcer le comportement et aussi vraiment éduquer les parents à comment répondre au comportement d'évitement, soit en gentiment, comme en poussant les enfants à faire face à leur peur, et aussi les encourager de façon qui ne renforce pas l'anxiété et sans faire recours à l'évitement. Aussi, dans des moments d'anxiété assez aigus, les parents peuvent faire le modelage de stratégies appris en thérapie. Donc, si un enfant est très anxieux, maman et papa peuvent dans le moment dire je vais faire ma respiration profonde et encourager l'enfant à participer à la stratégie de relaxation. On va aussi vouloir utiliser le renforcement positif. Quand on parle de renforcement positif avec l'anxiété, c'est surtout on cherche à renforcer le courage et l'effort de l'enfant. Donc, même si l'enfant a peur, puis peut-être qu'il cherche à éviter, on va vouloir vraiment encourager et renforcer l'effort et le courage. Considération pour les enfants et les adolescents ayant un trouble du spectre de l'autisme. Donc, à cause que la TCC se fie grandement à une composante verbale, d'exprimer ses pensées et ses émotions, on doit vraiment considérer si la personne est une bonne candidate. Okay? Donc, on doit s'assurer que la personne est capable de s'exprimer, elle est capable de vraiment identifier comment elle se sent et à quoi elle pense. L'autre considération quand on travaille avec les enfants avec un trouble du spectre de l'autisme, c'est qu'on doit vraiment utiliser des visuels. OK? Donc, ça peut être soit des cahiers d'exercices, des diagrammes, des images, des objets tangibles, afin d'enseigner les concepts de manière concrète et visuelle. De plus, il est toujours utile de s'assurer que les sessions comme telles sont prévisibles. Donc, souvent, on va décomposer la session pour que l'enfant sache à quoi s'attendre pendant la session. Donc, dans un premier temps, on va peut-être dire « Oh, on va faire un petit check-in ». Ensuite, on va revoir les devoirs. Ensuite, on va revoir le concept vu à la session antérieure et on va introduire un nouveau concept. Donc, de cette façon-là, la personne sait à quoi s'attendre en session sans se sentir un peu anxieux ou anxieuse par rapport à
qu'est-ce qui s'en vient. On va aussi considérer le renforcement positif pour la participation. Donc, par exemple, quand on parle du visuel, de l'horaire visuel en session, on peut réserver un temps à la toute fin de la session, soit un petit 5 minutes, pour peut-être discuter des intérêts de l'enfant ou de jouer un petit jeu. Quelque chose qui vient le garder engagé dans la session, mais aussi on renforce la participation. Enfin, on doit considérer la peur de faire une erreur versus l'opposition. OK. Donc, parfois, les enfants, peu importe TSA ou un enfant, ça peut être n'importe qui, il y a certaines personnes qui préfèrent éviter une tâche ou de même répondre à une question à cause qu'ils ont peur de faire une erreur. Donc, on doit considérer cet aspect-là en thérapie. Puis c'est quelque chose qu'on doit prendre en considération parce qu'on va peut-être vouloir informer la personne à dire, ben, il n'y a pas de mauvaise réponse. OK? Donc, c'est toujours quelque chose qu'on doit garder en considération. Donc, merci tout le monde pour avoir participé au webinaire. Ça me fait grand plaisir de vous présenter un peu plus d'informations sur la TCC comme option comportementale pour les enfants avec un TSA. Donc, maintenant, on va passer aux questions. Je vois qu'il y a des questions dans la section chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à ajouter les questions dans la section chat et je vais faire de mon mieux pour y répondre. Bonjour tout le monde. OK. Donc, on va passer aux questions. OK. So, une des questions, c'est quoi la grande différence entre l'ACA, donc l'analyse comportementale appliquée, et la TCC, donc la thérapie cognitivo-comportementale? Très bonne question dans le sens que les deux thérapies se ressemblent. Puis, effectivement, la TCC tombe sous la même rubrique de une thérapie comportementale. La différence principale entre les deux, c'est que l'ACA, souvent, on met plus d'attention sur le comportement observable, donc l'externe, qu'est-ce qu'on voit à l'œil nu, tandis que la TCC, on donne aussi est aussi axé sur les comportements internes, c'est-à-dire les pensées, les émotions, les perceptions. Donc, on donne un peu plus de focus à l'interne aussi, mais c'est une thérapie comportementale qui tombe sous la même rubrique que l'ACA. Je vais juste voir s'il y en a d'autres. OK. OK. Quoi si mon enfant ne... Ouais. OK. So, quoi si mon enfant ne parle pas, puis il n'a pas les capacités de s'exprimer? Donc, à la fin du webinaire, j'avais discuté du fait que c'est très important de déterminer si la personne est une bonne candidate pour la TCC. Ça, c'est très important parce que la personne a besoin des prérequis pour participer à la TCC. Elle doit être en mesure de s'exprimer, exprimer ses pensées, exprimer comment elle se sent. Donc, si un enfant ne parle pas ou est très jeune et qui n'a pas des prérequis pour faire la TCC, on va vouloir commencer avec d'autres thérapies, juste focusant plus sur la capacité de s'exprimer, la communication fonctionnelle. Puis une fois que la personne a atteint les prérequis, après ça, on peut peut-être explorer la possibilité d'introduire la composante TCC. Okay? Donc, c'est important. La composante verbale est importante à cause que la TCC se fie très grandement à l'expression verbale et la capacité d'exprimer comment la personne perçoit le monde.
Je vais juste voir. OK. Donc, si j'ai une question disant mon garçon se gruge les ongles jusqu'au sang dû à l'anxiété, est-ce que ce style de thérapie pourrait l'aider? Oui, bonne question. OK. Oui, tout dépendant. Si ton garçon est verbal, certainement, je pense que ça serait une bonne quelque chose à explorer. Donc, il serait intéressant de savoir dans quelle situation est-ce que ton petit garçon se gruge les ongles, c'est quoi ses déclencheurs, comment il perçoit ses déclencheurs, et ensuite vraiment lui apprendre une différente façon de percevoir les situations, mais aussi lui apprendre des techniques de relaxation. Donc, je crois que dans son cas, ça vaut la peine de peut-être explorer s'il serait un bon candidat pour la TCC, certainement. Bonne question. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, les inclure dans la section chat. OK. Une autre chose qu'on peut souvent, une des problématiques qu'on rencontre en thérapie, surtout avec les plus jeunes, c'est qu'ils vont se dire, ben, je peux pas identifier ma pensée. Je sais pas à quoi je pense. Puis ça, c'est commun parce que les pensées ne sont pas concrètes, hein, sont pas observables. Donc, dans ces cas-là, souvent, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va commencer avec la composante exposition. Puis à mesure que la personne est exposée à des stimuli anxiogènes, mais là, oups, dans le moment, il va verbaliser c'est quoi sa peur ou son inquiétude. Donc, on peut le flipper de l'autre bord, commencer avec la partie exposition, le mettre dans le moment, puis là, ça va aller chercher sa pensée automatique. Donc, il y a différentes façons à introduire la TCC. Ça dépend du cas. C'est très spécifique et individuel à la personne et la problématique. Mais des fois, on va commencer avec l'inverse, puis on va commencer avec l'exposition. L'autre question parfois que je reçois en pratique, c'est que quel genre de problématique est-ce que la TCC est applicable pour quelle sorte de problématique? So, souvent, on va utiliser la TCC pour l'anxiété. Ça en est une commune. C'est une des plus grosses références, c'est l'anxiété. L'autre, c'est les troubles de l'humeur. Donc, n'importe quoi par rapport à la dépression ou la tristesse ou même l'estime de soi. So, juste vraiment changer sa perception et aussi modifier sa façon de penser par rapport à le soi, par rapport à la personne. Et souvent aussi, on a la colère. Donc, ça, c'est une autre référence qu'on a souvent. Donc, n'importe quelle problématique, encore une fois, c'est important de clarifier de nouveau que la composante verbale est importante. Donc, d'abord que la personne est capable de s'exprimer, de verbaliser ses pensées, ses émotions, on est capable d'au moins faire un peu de travail. Même si la capacité langagière de la personne est limitée, on peut adapter la TCC et vraiment la simplifier de façon concrète pour qu'elle soit en mesure d'au moins atteindre certains concepts, puis on peut faire du travail. Là. Donc, on peut toujours l'adapter et la simplifier à un certain niveau. Donc, c'est ça. Oh, OK. Bonne question. Est-ce que la TCC est utilisée au CHIO? Ça doit, j'imagine. Je crois que j'avais vu des ressources que oui. Il faudrait vérifier, par exemple.
J'imagine que oui, par exemple, juste à cause que ça l'est une thérapie basée sur des preuves, là, donc de meilleures pratiques. Donc, j'imagine que oui. Faudrait peut-être que tu appelles juste pour déterminer si c'est un programme offert à CHEO. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Je vois pas d'autres questions. So, quand on va chercher... Oh! OK. Est-ce qu'il y a des thérapies qui sont couvertes par la carte santé? Euh, ça dépend de la personne qui... Ça dépend de l'agence, ça. So, parfois, ce qu'on rentre comme dans le système communautaire, ça peut être gratuit. Des fois aussi, comme le milieu hospitalier, ça, c'est couvert. Mais par rapport au privé, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on n'est pas couvert là, par la carte OHIP. Donc, ça tombe soit sous les assurances ou le programme de l'autisme de l'Ontario. Mais souvent, à travers les hôpitaux, comme je pense pour les adultes, c'est couvert à travers OHIP. Ouais, malheureusement, les psychologues ne sont pas couverts pour la carte santé, nos services. OK, bonne question. À quel âge peut-on parler de troubles de comportement? Donc, si je comprends bien ta question, c'est à quel âge est-ce qu'on peut introduire la TCC? Ça, c'est aussi une question qu'on rencontre souvent en pratique. Encore une fois, c'est plus axé moins sur l'âge, mais plus les prérequis. Donc, est-ce que la personne est en mesure de s'exprimer? C'est quoi sa capacité langagière? Est-ce qu'elle a la maturité de même reconnaître ses émotions? Habituellement, puis je veux pas mettre un âge là-dessus parce que ça dépend de l'enfant en question. Je dirais d'habitude 8 ans, là, comme sont capables de s'exprimer, ils ont de l'insight, ils sont capables de faire des corrélations entre la pensée et le comportement et l'émotion. Mais ça dépend parce qu'il y a des programmes aussi qui commencent à l'âge de 4 ans où on commence à vraiment donner la base, comme reconnaître ses émotions, même reconnaître ou identifier des pensées. Donc, ça dépend, là. J'ai pas une réponse spécifique par rapport à l'âge. Ça dépend vraiment de la maturité et puis de la capacité langagière de l'enfant. S'il vous plaît, laisse-moi savoir si j'ai bien répondu à la question par rapport à l'âge. Comme j'avais dit dans la présentation ou plus tôt, là, je pense au début de notre période de questions, ça dépend plus. Si l'enfant n'a pas les prérequis, il n'est pas capable de s'asseoir puis vraiment soutenir son attention pour une certaine période, je pense pas que ça serait. On va vouloir commencer avec une autre thérapie, là, peut-être. Et si l'enfant est sourd, bonne question. Donc, on peut faire soit, ouais,
c'est qu'il y a un système de communication. Si l'enfant est souvent, s'il y a un système de communication puis il est capable de s'exprimer avec d'autres méthodes, soit avec des images, on peut l'adapter à un certain point. Juste en train de passer à travers les questions, là. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on quitte? Souvent, comme j'avais dit, souvent on veut chercher une personne qui a des qualifications ou au moins comme une expérience en TCC et aussi l'autisme parce que c'est important de vraiment avoir une connaissance de base là, par rapport au TSA. Donc souvent, on va chercher une personne, soit un psychologue, une travailleuse sociale, qui a de l'expérience avec les TSA et la TCC. D'autres questions? Je vais juste donner un petit moment là. Je pense que j'ai passé à travers toutes les questions. Je veux pas que vous soyez gênés là, n'hésitez pas. Donc la présentation était plus axée pour comme je visais vraiment les parents, moins les professionnels. Là. Donc c'est j'ai essayé de garder ça une présentation de base. Les concepts étaient assez comme simples. Mais si jamais vous avez des questions, il y a certaines ressources que vous pouvez trouver. La majorité, malheureusement, là, les ressources sont en anglais, mais il y a aussi des bonnes. J'ai pas vraiment trouvé des bonnes ressources ou des programmes en français jusqu'à date. Je suis encore à la recherche. La majorité des programmes dits manualisés là, sont en anglais. Donc souvent, qu'est-ce que moi je fais, c'est prendre les concepts moi-même, là, basés sur la thérapie et les modifier en français. Mais pas des programmes à cause que c'est une question de copyright, là. OK. Je pense que c'est tout. Je vais juste fermer la section questions. Ça m'a vraiment fait plaisir. Puis j'espère que vous avez un meilleur aperçu de c'est quoi la TCC. Puis la prochaine fois que peut-être que vous voyez la thérapie cognitivo-comportementale passer, vous allez avoir une meilleure base de c'est quoi. Puis en passant en anglais, ça s'appelle CBT. So, c'est un terme Cognitive Behavioral Therapy en anglais. Donc en français, c'est thérapie cognitivo-comportementale. OK, un gros merci. Passez un beau week-end. Puis merci encore.